Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Et bonsoir à tous. Est-ce qu'il va accepter? Il a accepté. Luc, je te remercie d'être venu parmi nous ce soir. Je vais surtout remercier aussi Véronique Cloquet qui nous fait une magnifique exposition. Mais, qu'entends De ma petite sœur, de mon enfance, de mon signe. Un bateau, ça dépend comment. On l'arrive au port de justesse. Il pleure de mon firmament. Des années-lumière, et j'en laisse. Je suis le fantôme de Jersey. Celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais prier. Au doigt du sable de la chanteur, écrivain, poète, homme de théâtre, enseignant, pédagogue. Luc, qui es-tu? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas qui je suis. Léo Ferré, Oui. c'est une muse pour toi. Oui, pour moi, c'est un des plus grands poètes qui soit. Le problème des chanteurs, c'est qu'on a du mal à les reconnaître comme des poètes. Or, Léo Ferré est un des plus grands. Je pensais aussi à Claude Semal, qu'on classe parmi les chanteurs, et qu'on n'invite jamais en tant que poète, alors que c'est un immense poète aussi. C'est le drame des chanteurs. C'est même Brassens, si vous voulez être romancier, Brassens. Il voulait écrire des romans, et puis ça ne marchait pas. Alors, il a voulu être poète, mais ça ne l'accueillait pas trop. Il a écrit des chansons, et il se présentait comme un petit chansonnier, un petit auteur de chansons. Il disait, moi je ne suis pas poète. Quand découvres-tu l'écriture? L'écriture, à 6-7 ans, comme tous les enfants, c'était la découverte de l'écriture, pour moi, c'était un peu comme la découverte, on en parlait tout à l'heure, des oiseaux ou des arbres. C'était la même découverte, le même émerveillement. J'expliquais à Willy tout à l'heure, quand j'étais gamin, j'ai compris très vite que est-ce que sans le micro, ça va aussi? Oui. Est-ce que c'est mieux, même sans le micro? C'est agréable, oui. Alors je vais C'est agréable. voilà. Donc j'expliquais que quand j'étais petit, j'ai très vite compris que j'étais pas comme les autres enfants qui étaient occupés à des choses plus pratiques et plus à des objets, à du concret, et que j'étais un peu tout seul sur le côté à m'émerveiller de choses qui semblaient pas toucher beaucoup les autres. Et je racontais tout à l'heure une expérience qui m'a marqué quand j'étais gamin. C'est que mes parents voulaient que je fasse du sport, c'était très bien, et j'ai essayé le foot, j'étais très très mauvais, mais j'ai quand même eu une carte jaune comme les professionnels un jour. Voilà, c'est resté comme mon grand événement du foot, c'est que j'avais une carte jaune comme à la télé. Et puis ils m'ont inscrit à l'athlétisme. Alors j'avais fait un 800 mètres. Et c'était au Sartillement à Liège, il y avait des bois tout autour de la piste. Et j'étais arrivé loin derrière tout le monde, dernier. Et en passant la ligne d'arrivée, je suis allé trouver mon père et je dis « Pas, j'ai vu un jet dans les arbres. » Formidable. Et je comprenais que mon père était un peu désemparé parce que c'était pas ça qui aurait dû se passer ce jour-là.
j'aurais dû courir vite et avec les autres me précipiter pour être le premier sur la ligne d'arrivée, mais ça ne m'intéressait pas trop. Et donc voilà, je découvrais les oiseaux et les mots de la même façon. J'ai très tôt une passion pour les mots, qui sont des abstractions. C'est pas facile, quand on est enfant on a des petits dessins, des petits signes, mais ça représente des choses merveilleuses. Alors on découvre qu'il y a des lettres qu'on prononce d'une certaine façon. En français c'est formidable, hein. Mais quand c'est fait des mots, ça se dit autrement. Et par exemple, je découvrais le mot oiseau, où on met toutes les voyelles, mais on ne les prononce pas. Toutes les voyelles de la langue française, mais on ne les prononce pas. Ça fait des sons différents. Et le S qu'on prononce Z, et un X quand ils sont plusieurs, mais on ne le prononce pas non plus. Voilà. Et puis il y avait des mots comme ça qui étaient pour moi comme des copains. Il y avait le mot océan, qui commence par l'eau, c'est normal, c'est l'océan. Et le C qui est comme une petite vague, et puis éant, c'est géant. Voilà. Et donc j'avais cette fascination déjà tout petit pour les mots. Et j'ai commencé à 7-8 ans à écrire des petits poèmes. À 9 ans, j'avais mon cahier où j'écrivais des rédactions. On a oublié de demander d'écraser les téléphones dans les cendriers à longtemps. J'avais mon petit cahier où j'écrivais des rédactions parce qu'il n'y en avait pas assez à l'école, j'en voulais plus. On nous en donnait à écrire, mais une fois par semaine. Alors moi, j'en voulais tous les jours. Voilà. Les origines latines? Moi? Les origines méditerranéennes, parce que tu as une gestuelle incroyable. Ah non, ça c'est inné chez toi. C'est l'oiseau alors. Non, c'est quand je parle de choses qui me passionnent, je fais plus de gestes que... D'accord. C'est le sentiment. Si je parle de football, je vais moins faire des gestes. Si je parle des mots, je les accompagne, tu vois. Oui, d'accord. Non, mes origines, c'est des gitans qui seraient venus de Hongrie. Donc, Baba, chez les gitans, chez les tziganes, le Baba, c'est le père spirituel de la compagnie. Oui, c'est celui qui gère les conflits, c'est le médiateur. Voilà. Et donc l'histoire de mon nom, ce serait ça, du côté de mon père, donc mon arrière-grand-père qui était... En fait, mon arrière-grand-mère a trompé son homme avec un gitan. Ah, voilà. Elle se trouvait enceinte de lui, elle est restée avec lui. Ça se trouve d'être en... Voilà. Ça se trouve comme ça. Ça se fait un tailleur de pierre. Et donc il y a un petit Baba qui est né, voilà. Ça c'est du côté de mon père, et du côté de ma mère, c'était un moine irlandais défroqué. Ah, voilà, ça fait encore un contemplatif. Oui. Ah oui. D'accord. Les mots, tu les découvres. Quand trouves-tu la sensibilité ou bien la force de les assembler pour les mettre sur papier? Comment ça se découvre? Ça c'est venu vers 9-10 ans. Et je me souviens d'un poème que j'avais écrit en plus grand que les autres poèmes, ça s'appelait « Il pleut ». J'écrivais « Il pleut », des petites gouttes grises qui s'écrasent sur la fenêtre, etc. Je me souviens, c'était le début. Et ma maman, je lui montrais mes textes, mes poèmes à ce moment-là. Je disais « Maman, j'écris ça, j'écris ceci ». Bon, Dominique, ça suffit maintenant. Oui, t'as raison. Frère choisi. Écrasé. Et donc, voilà, 10 ans, j'écris ce poème, et il pleuvait, je m'ennuyais beaucoup dans ma chambre quand j'étais gamin, parce qu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas recevoir des amis, des copains à la maison, je ne pouvais pas aller chez des copains, je ne pouvais même pas sortir de ma chambre, j'avais 2 sœurs, mais je ne pouvais pas aller l'un chez l'autre, dans la chambre de mes sœurs, donc c'était l'enfermement. Alors j'ai eu ça, j'ai eu les mots comme copains, pour m'évader et vivre d'autres choses. Ou écrire... Voilà, écrire la morosité de ce jour de pluie et en faire quelque chose de beau, quelque chose que j'aimais. Je l'avais montré à ma mère, qui m'a grondé en disant « Ah oui, mais non, mais on ne peut pas écrire des choses tristes, il faut écrire des belles choses. Par exemple, les marches adeptes qu'on fait le dimanche en famille. Voilà, ça c'est bien. Mais moi, les marches adeptes qu'on faisait le dimanche en famille, c'était une punition, c'était la pénitence. Même si je regardais les oiseaux et les arbres et les fleurs, c'était quand même très compliqué les marches. Avec mon père qui disait rien, bien souvent, qui était tout gris derrière, qui marchait en silence. Voilà.
tu ne te satisfais pas de la langue française, tu vas goûter à d'autres langues étrangères. Plus tard, oui. Plus tard. Ça vient comment Oui, cette donc maintenant, je curiosité? finis l'histoire avec le bleu. Ah d'accord. Donc ma mère m'a grondé, et ce qui s'est passé, c'est un cadeau qu'elle m'a fait parce qu'après ça, je n'ai plus montré à mes parents ce que j'écrivais. Et ça libère, parce qu'on n'écrit plus pour le regard de papa, de maman qui vont juger, qui vont dire ah, c'est bien, ça c'est pas bien. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi assez tôt à avoir mon écriture, aller vers mon écriture. D'accord. Voilà. Et donc ta question, c'est les autres langues. Les autres langues, comment les découvres-tu? D'où vient cette curiosité pour les autres langues? Tu ne te satisfais pas du français, ou bien tu rencontres des personnes qui parlent une langue bizarre et tu veux découvrir? Comment ça se passe? Donc, ce qui s'est passé, c'est donc je suis professeur de langue germanique, anglais, néerlandais, ce ne sont pas mes langues préférées, mais j'ai appris aussi l'allemand et puis un peu d'italien, donc je me suis rendu compte à quel point une langue était associée à une culture. Et j'ai donné longuement un cours de néerlandais à des adultes qui n'avaient pas du tout envie d'avoir cours de néerlandais. C'est pas beau, etc. Alors j'ai amené des chansons d'Ouma sur comment on cultive. Voilà, il y a une chanson de Douma sur le cannabis, donc il raconte pendant 7 minutes de reggae en néerlandais comment on cultive l'année de l'huître. À quel moment il faut faire sécher les feuilles, voilà, pas prendre les petites feuilles, etc. Donc j'essayais, tu vois, j'étais créatif, mais ça marchait quand même pas tellement. Et donc j'avais décidé d'amener en classe, pendant une demi-heure du cours de néerlandais, quelques notes sur des langues qu'on connaît peu. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur les langues du monde. Donc j'ai découvert qu'il existait encore à peu près 6000 langues sur Terre. Et j'amenais mes notes en classe, je parlais de ces langues qu'on ne connaît pas et qui nous racontent des choses, sur les humains. Je pourrais donner des exemples, mais ça me vient pas en tête. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Vanessa Herzé, qui était directrice du Festival des Parlantes à Liège, m'a demandé si j'avais pas un spectacle à proposer pour les Parlantes ou une lecture. Et je dis, ah non, j'ai rien. Non, pour le moment, je suis en train de dire des trucs sur les langues du monde. Elle m'a dit, ben, ça, c'est un spectacle. Voilà. Et donc, j'ai continué mes recherches, j'ai organisé le texte, j'ai appelé le copain Quentin Léonard, qui est musicien, pour qu'il m'accompagne. On a créé des chansons, des musiques, et on a tourné avec ce spectacle « Tu parles » sur les langues du monde. Tu parles des langues du monde, c'est comme ça que tu vas découvrir l'Afrique alors? L'Afrique, je l'ai découverte parce que j'ai un ami qui s'appelle Nasser, qui vient du Bénin, et qui m'a dit un jour, donc lui n'avait pas ses papiers, il n'était pas en règle, et il m'a dit, mon père est en train de mourir d'une maladie au pays, et je ne peux pas aller le voir. Et l'idée est venue que moi j'y aille, un peu comme un messager, et puis pour ramener des choses, et pour aller prendre quelques photos de son papa, etc. Et donc je suis parti 3 semaines au Bénin en 2005, et je vivais dans la famille de Nasser, une famille très pauvre de Cotonou, dans une cour, avec un puits. J'ai vécu en Afrique. Vous avez vécu en Afrique? Oui. Je connais le Swahili, je suis bilingue. Ah oui. Moi j'ai un peu appris le fond là-bas, le fond béninois, mais je sais pas. Ah oui, un peu. non, des Philippines. Voilà. Et donc dans cette famille, ben, j'ai découvert, oui, j'apprenais un peu leur langue pour parler avec eux. Et je suis resté 3 semaines, et là, un petit gamin m'a servi de guide pour visiter Ouida. Et Ouida, donc, c'était la porte du non-retour. C'est là qu'on embarquait les Dahométains capturés pour les embarquer donc sur le navire négrier et les emmener sur le côté de l'océan, voilà, avec des chaînes. C'est un séjour qui va te marquer. Le séjour m'a marqué pour plusieurs raisons, notamment pour le choc culturel que c'est quand on fait des Béninois qui n'ont rien mais qui donnent tout et au-delà, qui sont aux petits soins, et voilà, des gens qui se plaignaient jamais de rien. C'est extraordinaire, peut-être vous avez connu ça aussi. Ils n'avaient pas grand-chose, on mangeait la même chose tous les soirs, on ne mangeait pas à midi, on mangeait un peu de poisson frit le soir avec de la pâte d'amidon de maïs. Mais c'était dans la bonne humeur, et après la pâte d'amidon de maïs, on mettait de la musique chez le propriétaire de la cour, qui avait un grand salon,
Et on dansait tous les soirs avec les enfants jusqu'à 10 heures, tous les soirs. Voilà. Donc, un jour, j'avais demandé d'ailleurs à Idrissou qui m'accueillait là-bas, je lui ai dit, mais Idrissou, vous vous plaignez jamais en fait. Il m'a dit, yo, de quoi? Tous les jours, on remercie le Seigneur, il nous offre un jour nouveau. Oui, c'est comme ça qu'ils sont. Et voilà, et c'était bien. Un jour nouveau, mais c'est chaque matin, et tu ouvres les yeux, tu reçois un jour nouveau. Voilà. Et donc pourquoi est-ce qu'ils allaient se plaindre? De quoi? Il n'y a pas de raison. Voilà. Et le papa? Et le papa? le papa? Et le papa est décédé l'année suivante. Donc je l'ai rencontré au village. Il ne fallait pas trop que je parle parce que Nasser avait fui son pays à cause du vaudou. Et puis il ne fallait pas trop que je parle de lui. Mais voilà, j'ai rencontré la famille, plus au centre, au village, Poyon. Je fais la connaissance du papa, qui était voilà, un vieux sage. Un vieux sage, ouais. Un vieux sage assis à côté du figuier qui avait été planté pour Nasser, pour le fils. Voilà. Et le papa vous a accepté? Ah oui, moi j'étais accueilli chaleureusement partout. Oui, par la famille, mais Oui. par le papa aussi. Oui. De là va naître un texte Voilà. qui va rester un peu réservé, Mhm. qui va mijoter un peu. Parle-nous un peu de ce texte. Donc j'ai écrit une petite nouvelle à ce moment-là, où j'évoque le retour d'un descendant d'esclaves sur ces terres, qui prend l'avion et qui retourne dans le pays de ses ancêtres. Voilà. C'est une petite nouvelle qui a été publiée dans un recueil chez Couleur Livre. C'est resté là. Mais il y avait l'idée d'un roman qui se pointait et qui s'est précisé en différentes étapes. Une étape importante, ça a été de découvrir qu'en 2013, qu'un roi béninois, le roi Zoumé Akpon III de Porto Novo, qui est parti en Alabama pour demander pardon à ses frères noirs parce que des ethnies de Dahomey ont participé à la vente aux villageois. Négrier, oui. Voilà. Pas juste les blancs qui venaient se servir, mais il y avait des liens avec les tribus locales et les fonds en particulier, et donc des ethnies qui ont trahissé d'autres pour vendre, pour vendre des villages entiers, aux Portugais, aux Français. Voilà, aux Donc on Anglais. revient maintenant un peu en arrière, Oui. et tu as évidemment arrêté de courir derrière les oiseaux, tu décides d'écrire quelque chose. Il y a un premier texte qui est là, et tu décides de le présenter. Mhm. Et ce texte, je pense, va recevoir un prix. Donc tu ne cherches pas un éditeur, rien du tout, tu as un texte qui est là, on le découvre, Mhm. raconte-nous. Pour le premier roman. Effectivement. Oui. Donc, C'est inattendu, ça. oui, c'est-à-dire que comme j'écrivais depuis que j'étais enfant, j'ai pas décidé adulte que j'allais devenir écrivain. J'écrivais parce que c'était mon secours, un refuge. Voilà. Et puis j'ai commencé à 16 ans, voilà, ça c'était mon premier petit roman, je l'ai écrit à 16 ans. Et je racontais l'histoire, ça s'appelait la Tendrie. Donc c'était un jeu de mots avec le piège à oiseaux, Ah, oui. quand même, il y a des oiseaux. Et la Tendrie que j'étais, moi, devant l'oiseau. Et je racontais dans ce petit roman l'histoire d'un enfant qui tue son père et qui s'enfuit et qui est attrapé par la police et poussé dans un IPPJ. Et j'avais même écrit à un IPPJ d'ailleurs pour avoir des infos, pour savoir comment ça se passait dans les IPPJ. J'ai écrit mon petit manuscrit dans un beau cahier à Thomas vert, j'avais fait un collage pour la couverture et c'est le cadeau que j'ai offert à mon père à Noël. Et ça a été pour moi quelque chose d'immense, avec le trac en même temps d'offrir à son père un premier livre où l'enfant tue son père. Et on s'aperçoit alors que du pouvoir symbolique de l'écriture, de la révolte que ça peut être, on comprend qu'il est possible de se révolter pacifiquement avec des mots, quand on les choisit bien. Et on se rend compte à quel point ça fait du bien d'écrire sa colère, d'écrire un appel au secours, parce que c'était aussi un appel au secours, c'est dire à mon père, voilà, où j'en suis, peut-être on pourrait changer de relation, voilà, peut-être on pourrait être un peu moins enfermé, peut-être que tu pourrais faire attention à nous, et peut-être on pourrait exister autrement que dans une petite cage qu'on appelle chambre, voilà.
Et donc, j'ai écrit ça à 16 ans, et puis je l'ai laissé de côté, puis je l'ai réécrit, c'est devenu Aux grandes mains des hommes, un manuscrit parmi d'autres, j'écrivais comme ça, des romans, en me rendant compte que c'était pas très bon, qu'il fallait que je recommence, et pourquoi. Et puis un jour, j'ai écrit un roman sans plus comprendre pourquoi c'était pas bon. Je voyais que c'était pas encore bon, mais je savais pas dire pourquoi. Et un ami m'a dit, écoute, tu vas aller voir Jacques Dubois à l'Université de Liège, professeur de romane, et tu vas lui proposer en lecture. Je suis allé voir Jacques Dubois à l'université. Il m'a dit, rappelez-moi votre nom, je ne connais pas tous mes élèves, je ne suis pas un de vos élèves, mais j'ai un ami qui... Et je suis venu avec en fait, il y avait deux romans, Cœur de ville, qui s'appelait Cœur de ville, et Aux grandes mains des hommes, où je racontais l'histoire de la Tendrie, et voilà, plus étoffé. Et Jacques Dubois m'a dit, posez ça là, il y avait une pile énorme de manuscrits, il m'a dit, voilà, peut-être je vous recontacterai dans quelques mois, laissez-moi du temps, etc. Et la semaine suivante, c'est sa secrétaire qui m'a appelé, en fait elle m'a appelé, elle m'a pas écrit, elle m'a appelé, elle m'a téléphoné en disant, Monsieur Dubois vous attend dans son bureau. Je suis retourné, et ce Monsieur Dubois, derrière monsieur bien gris, habillé de gris, derrière son bureau, m'a dit Monsieur Baba, vous êtes écrivain. Et je n'ai rien à dire sur votre écriture, sur votre style, voilà. Mais il y a juste une chose à travailler, c'est la confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Et il a repris des pages du projet, donc, Aux grandes mains des hommes, en disant voilà, ça c'est parfait, ça c'est super. Mais là, vous répétez quelque chose, vous ajoutez une phrase en fin de chapitre, parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez malin pour que les lecteurs comprennent ce que vous avez dit par la suite, à demi-mot, etc. Donc travaillez ça, la confiance en vous. Et vous écrivez des bons romans. Je suis parti chez moi, j'ai écrit encore, et quelques temps plus tard, j'ai revu Jacques Dubois à une terrasse à Liège. Je suis allé le trouver en disant Monsieur Dubois, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je pense que j'ai un peu plus confiance en moi. Il m'a regardé, il m'a dit je vois. Est-ce que je peux vous rapporter un bouquin? J'ai continué d'écrire et je lui ai apporté un truc qui s'appelait Acte 4, qui était une intrigue policière en Angleterre. Et il m'a écrit une longue lettre quelques jours après en disant vous êtes mûr pour l'édition, lancez-vous. J'ai mis une petite réserve sur l'intrigue, mais allez-y. Et ce jour-là, j'ai décidé d'écrire les 20 premières années de ma vie. De reprendre Aux grandes mains des hommes et d'en faire un bon roman. Et quand j'ai eu terminé de l'écrire, mon beau-père de l'époque m'a dit tiens, j'ai vu dans le journal une petite annonce, prix littéraire sur manuscrit anonyme. Je dis ah, c'est pas mal, parce que manuscrit anonyme, comme moi je suis personne, je ne sais toujours pas qui je suis, parce que déjà à l'époque je ne savais pas qui j'étais. Voilà, j'ai peut-être une chance parmi les autres. Et ça c'était en 2001, et donc en septembre j'ai eu un coup de fil pour me dire Monsieur Baba, voilà, vous avez remporté le prix, c'était le prix Page d'Or. Le prix comment? Le prix Page d'Or, qui n'existe plus, sponsorisé par les Pages d'Or. Oui. Voilà. Combien? Le potin de l'époque. Et donc j'ai reçu le prix Page d'Or, et ça m'a lancé dans le monde de l'édition et du livre, avec Lucie Wilquin, qui était l'éditrice, qui faisait partie du jury. Il y avait un journaliste, libraire, bibliothécaire, lecteur lambda, qui m'a dit voilà, je prends votre bouquin et je le publie. Et il est sorti un mois après, chez Lucie Wilquin. Voilà. Je fais un bond dans le temps encore. Vers nous. Tu es un homme viscéral. Viscéral, dès qu'il y a quelque chose qui te tord les boyaux, qui te touche, tu bondis, tu réagis au quart de tour. Tu m'as claqué la porte cet été en disant oui, on a rendez-vous. Pourquoi? Il y a les inondations, tu es là, tu vois que tout est dévasté, tu abandonnes tous tes projets et tu te consacres un petit peu à ce qu'il y a autour de toi. Ça va te marquer, ça. Il y aura des textes puissants qui vont sortir de cette expérience-là, qui sont édités sur Facebook régulièrement. Qui devrait sortir chez Malmström l'année prochaine. Un petit bouquin qui s'appellera Vestre. C'est qui? La Même chose, toujours chez David Giannoni, chez Malmström. Comment vis-tu cette période? Très mal. Oui, c'était une période compliquée, sur plusieurs plans. Et
c'était une période où j'avais particulièrement besoin de douceur, d'accompagnement, de sérénité. Et voilà, la reste a débordé, je me suis enfui, bon, je vous rassure, moi j'habite à Traux, donc près de la Vestre, mais au 3e étage. Donc chez moi, tout est intact. Mais j'ai fui parce que l'eau montait, un copain m'a envoyé un message en disant Luc, quitte la vallée. J'ai regardé dehors et j'ai vu que la route était une rivière. J'ai rempli un sac. La première chose que j'ai mis dans mon sac, c'était mon manuscrit et un bic. Et puis la brosse à dents, et puis d'abord le cahier. Je suis parti, j'ai pris ma voiture, je suis parti dans la flotte. À droite, c'était plus possible, c'était déjà la mer. Je suis parti à gauche en roulant au pas, et je suis parti 3 jours chez ma petite sœur, qui m'a hébergé, qui vit sur les hauteurs. Et je suis redescendu le vendredi. Et il n'y avait plus rien. Enfin, voilà. Il n'y avait plus rien, toutes les feux de signalisation étaient tordus, les voitures encastrées les unes dans les autres, avec des branches qui les traversaient. Des gens erraient dans les rues. Des vieux pleuraient sur leur seuil, et je me suis retrouvé là au milieu, avec l'envie d'appeler au secours, avec une solitude immense, à ne pas savoir que faire. Et je suis entré, il y avait une porte ouverte, c'était la maison médicale, je suis entré. Et j'ai trouvé mon médecin en pleurs, dans la maison médicale, qui prenait des photos. Voilà, tout était couvert de boue. Et on a sangloté un peu dans les bras l'un de l'autre, et puis on a dit, bon, on va nettoyer. On va nettoyer. Et le lendemain, je suis revenu avec d'autres patients, avec les médecins, et on a commencé à nettoyer. Et pendant plusieurs jours, tous les matins, je mettais mes bottines et j'allais aider dans une salle, chez une amie qui a tout perdu, et qui essayait de garder le sourire, etc. Voilà. Ça a duré de longs jours, jusqu'à l'épuisement physique et moral, à voir la détresse des gens, et à ne savoir que faire d'autre que de racler sans fin la boue et l'eau. À admirer aussi l'aide, la solidarité, qui était incroyable. Des gens qui arrivaient de Flandre et de France, un jeune agriculteur qui descendait de ses collines, avec des outils pour voir ce qu'il pouvait faire. Une solidarité vraie, c'est-à-dire que les gens avaient vraiment... ils venaient avec le cœur, ils ne venaient pas pour montrer qu'ils venaient aider, il y avait vraiment du cœur, quoi, tous les jours, tous les jours, tous les jours. L'espèce humaine peut être magnifique. Ouais. C'est à ce moment-là. Ouais. Il y a aussi parmi nous un autre personnage qui a une sensibilité égale à la tienne, et je pense à Hugues. Oui. Parce que Hugues aussi est un tempérament, je vais dire, très proche de lui. Et dans les chansons, dans la façon de s'exprimer, je dois dire que j'ai vécu de très grands moments lorsque Hugues s'exprimait, aussi bien en privé et aussi bien en public. Je dois dire, là, nous avons affaire à 2 grands personnages qui ont une trempe extraordinaire. Hugues, je suis très content que tu sois parmi nous, parce que je n'avais pas vu la liste des personnes présentes, mais ça m'a fait un Très grand sympa plaisir. d'être là, oui. Et quand Luc évoque son regard, comme en début, quand il parlait des oiseaux, avec cette liaison de 3 voyelles, Oui. vraiment je me suis reconnu dans le même genre de considération. Ouais. Oui, ça m'a parlé pour Ça d'autres m'étonne choses. pas, Oui. Alors, il n'y a pas longtemps que je connais Hugues, disons qu'il y a une bonne année, que c'est la 2e fois qu'on se voit. La première fois que j'ai rencontré Hugues, c'est lors de la sortie d'un ouvrage chez Wirich que tu as... Hugues ou Luc? Pardon, que j'ai rencontré Luc. Ah oui, parce qu'il est là. Non, non, excusez-moi, je suis là. Oui, il dit toujours. Donc la première fois que j'ai rencontré Luc, c'est lors de la sortie de son ouvrage ici, donc aux éditions Wirich. Nous sommes Et heureux. Nous serons heureux. là, je dois dire, j'ai été surpris de la voix, de l'intonation, de la façon de découvrir le texte,
et la façon dont il peut exprimer son propre texte. Rares sont les écrivains qui peuvent se lire, mais je vais te laisser l'occasion de découvrir. Tu veux bien que j'explique un peu la genèse du livre, parce que c'est une collection particulière que vous connaissez peut-être, c'est La Traversée chez Ulrich. C'est une collection de romans courts, 70 pages à peu près, destinés, Christian Liben, c'est Nathalie Husquin maintenant qui s'en occupe, destinés à des apprenants, des gens qui apprennent le français, dont c'est une langue étrangère, ou qui n'ont pas été à l'école, qui sont très peu scolarisés. Et donc c'est une idée qui est née en 2000, il y a quelques années, 2015, un peu avant, 2009, je ne sais plus, enfin soit, peu importe, il y a quelques années, autour d'un verre, à Libramont, grande foire du livre, à Libramont et des FLE, des écoles de français langue étrangère, etc., d'écrire des romans pour des adultes qui apprennent le français, parce que tout ce qu'ils ont à lire, sinon, c'est des livres pour enfants. Voilà. Donc l'idée, c'était de les considérer, et de les considérer au point de faire d'eux les experts. C'est-à-dire qu'on travaille sur ces romans de la collection avec les gens, et ils nous font des retours sur leur lecture. On vient leur lire un chapitre, et ils nous disent « Tiens, oui, mais ça c'est compliqué, là on n'a pas bien compris, ce personnage-là c'est qui ?» Et on écrit à partir de leurs conseils d'experts. Voilà. Est-ce qu'ils ont des contacts, Est-ce qu'ils ont des contacts avec la francophonie? Parce que c'est par là que ça va être diffusé. Non? Qu'est-ce que vous entendez par des contacts avec la francophonie? C'est-à-dire que, de façon administrative, Oui. Ulrich Oui. peut avoir des contacts avec des délégués Wallonie, Bruxelles. Ah oui, bien sûr. Oui, ça voyage. Ça commence à voyager. Donc ici, par exemple, Nous serons heureux était sélectionné pour un prix en France, pour le prix Facile à lire, qui est un prix breton. Voilà. On était d'ailleurs, sur les finalistes, on était 3 Belges. Je le signale quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y avait Quentin Gréban, qui est mon illustrateur préféré chez Mijade, Benoît Peters, qui est éditeur aussi chez Casterman, et puis ceci. Voilà. Et donc, j'ai travaillé avec eux. Ce roman, Nous serons heureux. Et quand je suis allé trouver des élèves, je leur ai dit, tiens, qu'est-ce que vous auriez envie de lire comme genre de bouquin? Ils m'ont dit, quelque chose de pas triste, quelque chose un peu gai, parce qu'il y a beaucoup de livres un peu tristes dans la collection. Et je dis à ceux-là, ils ne savent pas ce que j'écris d'habitude, ils n'ont pas lu mes bouquins, ils ne savent pas, parce que jamais on m'avait considéré comme un écrivain qui pouvait écrire quelque chose où il y a un peu d'humour, un peu de légèreté. Voilà. Donc, je vous lis le premier chapitre. Au bureau de poste. J'ai expliqué, parce que l'écriture va vous paraître très simple, c'était nécessaire d'expliquer avant pourquoi. Au bureau de poste, mardi 12 novembre, 16h50. Dans la voiture, Jean est prêt pour voler l'argent du bureau de poste. Son ami Oumar, non. Alors Jean lui rappelle le plan. On met la cagoule, on sort de la voiture, on traverse la rue, on entre dans le bureau de poste, on fait très attention à la marche, et tu cries « Tout le monde à terre !» Mais pourquoi c'est pas toi qui cries? Mais parce que tu as un accent arabe, ça fait peur aux idiots. Tu cries avec l'accent arabe et les gens obéiront. Moi, j'ai l'accent de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas? Et quel accent il a, Saint-Nicolas? C'est une commune, Oumar. Près de Liège, il y a une commune qui s'appelle Saint-Nicolas. Ok. Et tu peux pas crier, toi, avec l'accent arabe? Mais je le fais pas bien. Bon, il est l'heure. Bientôt, des gens vont nous voir. Mais tout le monde nous regarde. Jean, voler l'argent de la poste avec une Fiat jaune et rouge. Eh ben, j'ai pas trouvé mieux, dit Jean. Allez, on y va, mets la cagoule. Il met la sienne à l'envers. Oumar est déjà dehors, le revolver à la main, la cagoule bien mise. Une cagoule orange, que tout le monde voit de loin. On nous regarde, crie-t-il en frappant du poing sur la vitre de la voiture. Enfin, Jean le rejoint, il traverse et entre dans le bureau. Oumar tombe sur la marche, se relève et crie « Tout le monde est regarder !» Personne n'a compris, personne n'a exagéré. Il a dit « Tout le monde à terre !» répète Jean. Maintenant oui, ils comprennent et obéissent. Une jeune femme aux cheveux teints en bleu se couche en riant.
Pourquoi tu rigoles hurle Jean. Pour rien, dit-elle. Mais elle continue de rire. Pourquoi tu rigoles hurle Oumar à son tour. Jean attrape son ami par le bras et l'emmène vers le guichet. L'employé sourit gentiment derrière sa vitre. Monsieur, dit-elle, on voit que votre arme est fausse. Et la police arrive, mon collègue a donné l'alarme. En panique, Oumar se tourne vers Jean. Et pourquoi ton arme est fausse demande-t-il. Je t'expliquerai. La mienne, elle n'est pas chargée, mais elle est vraie. Il se regarde, puis il regarde l'employé et la jeune femme aux cheveux bleus qui recommence à rire. Et quoi, se fâche Oumar en la regardant. Tout est foutu, alors Jean crie « On se casse !» Ils s'enfuient ensemble, mais au moment où ils ouvrent la porte, 2 policiers les attrapent et les jettent au sol. « Son arme est fausse, dit l'un des policiers. « Je vous expliquerai, répond Jean. Ben oui, vous aurez tout le temps pour ça. Ouais. » Les policiers les relèvent et les emmènent dans le fourgon comme des éboueurs ramassent des sacs poubelles. Vite fait, bien fait. « Alors, chuchote Oumar dans le fourgon, pourquoi ton arme est fausse ? » Je me suis dit, si on m'attrape avec une arme fausse, on ne peut pas me condamner pour attaque à main armée. Et on ne peut pas me condamner pour attaque avec un jouet. Mais je ne savais pas que l'employé du bureau de poste, elle connaissait les armes. Et une arme pas chargée, c'est une arme? Oh non, je crois pas. Monsieur l'agent, une arme pas chargée, c'est une arme? Le policier ne répond pas, alors Jean et Oumar réfléchissent ensemble. Jean voudrait être à la place du policier. Fort et beau dans son bel uniforme, il regarde sa montre, une jolie femme l'attend sans doute. En tout cas, bravo pour ton plan, se plaint Oumar. C'est un succès. Ok, c'est bon, on a essayé. Voilà, la prochaine fois, on prend une voiture grise, des cagoules noires, parce que ta cagoule orange. Mais quoi, ma cagoule orange? C'est de la laine, ça tient bien chaud. Tu me fatigues, Oumar. Bon, alors la prochaine fois, on prend des vraies armes, et c'est toi qui cries avec l'accent de Saint-Nicolas. Les policiers se tournent vers eux, ils n'ont pas envie de rire, alors Jean dit d'une voix forte. Ou bien, la prochaine fois, on reste dans la voiture et on dit « voler, c'est mal ». On ne vole pas. T'en penses quoi, Oumar? Mais là, répond Oumar, on n'a rien volé. Tu verras, mon gars. Ce soir, on est dehors. Et le chapitre suivant commence en prison. Si tous les enseignants avaient cette verve-là, ce serait extraordinaire. Ça, je dois dire, on pourrait captiver l'attention des élèves. Ça, c'est unique. Unique. Bravo, je te remercie beaucoup. Alors, on revient aux choses très sérieuses. Oui. Succès chez Weyrich, évidemment. Je présume que tu vas donner une suite à l'ouvrage. Oui, en effet, comme le livre a un peu de succès, je commence à écrire la suite en janvier avec un autre groupe. Voilà. Mais je ne sais pas encore quel titre donner à la suite. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous écrire sur un petit bout de papier. Voilà. Avec les mêmes personnages? Avec les mêmes personnages. Donc, l'histoire, c'est que Jean et Oumar se retrouvent en prison et Jean découvre en prison la poésie. Parce qu'il y a un baby-foot, mais il est cassé, et donc il va à l'atelier de poésie. Et là, il entend une phrase de Razim Hikmet qui lui parle beaucoup et il se dit mais ça c'est formidable, on peut manger le soleil. Ah oui. Et il découvre que quand on écrit de la poésie, on peut écrire qu'on mange le soleil, ça l'épate. Et il décide de devenir un grand poète. Sa copine l'encourage, Oumar pas, mais il apprend à lire, à écrire correctement pour faire de la poésie. Et voilà, il finit par écrire ses propres poèmes. Et un de ces poèmes a été écrit par le groupe avec lequel j'ai travaillé. Donc chacun écrit une phrase, on travaille ensemble sur un poème qui est dans le roman et que j'attribue au personnage. Voilà, pour vous expliquer un peu la démarche. Beau. Et à la fin, ben, ils se marient. Ça, c'était une demande des gens aussi, parce que comme ils sont ensemble et que Cathy est enceinte, les apprenants avec qui j'ai travaillé m'ont dit, mais ils se marient à un moment, alors... je sais pas, ah bah si, s'il vous plaît, ils se marient, ah bah ça va, ok, donc ça se finit par un mariage, voilà, très simple, hein.
Et Cathy est enceinte et donc l'enfant naîtra au début À découvrir. de la suite. Voilà. Oh, On bravo. en a parlé tout à l'heure. Dans une autre vie, j'ai été libraire. Oui. Et je sais qu'en tant que libraire, j'aimais bien un petit peu attirer l'attention des lecteurs, du moins des clients, par l'ouverture ou bien lire un passage. Alors, je m'imagine Tito, dans sa librairie, ouvrir l'ouvrage en question. J'aimerais t'entendre un petit peu lire la première page. Moi j'ai envie qu'il nous parle de ça. Oui, mais ça va venir, ça va venir, ça. Tu comprends, mais j'imagine un petit peu Tito se mettre dans la tête de Homère et de l'autre et commencer. Tu fais souvent des lectures dans Alors, ta c'est une bonne question que tu poses parce que j'ai de temps en temps des personnes qui viennent, des adultes, et je voudrais absolument que ma petite fille ou mon gamin lise. Et à chaque fois, ma réponse est mais est-ce que vous lisez vous-même? Parce qu'en fait, c'est ça le problème, tu vois. C'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une idéalisation de la lecture qui n'est pas pratiquée par les parents, et du coup, les enfants, ils apprennent par mimétisme. Ils font comme les parents. Si les parents passent leur temps sur le smartphone, forcément, leur intérêt est dans le smartphone. Si les parents passent leur temps dans les livres, leur intérêt est effectivement dans les livres. Et donc, mais c'est très facile pour moi, je suis aussi enseignant, donc voilà, je dis immédiatement j'isole l'enfant du parent, parce que le parent c'est vraiment le véritable obstacle en fait dans cette histoire, et avec l'enfant. Vous connaissez? Luc et moi, non, pas du tout. Non? Vous connaissez? Maintenant, un peu. Donc, voilà, Tito donc, est un libraire. Oui, et oui. Sa spécialité, c'est la librairie. Plutôt du prêtre, oui. Voilà, oui, si. Tu vois, voilà. Donc sa Oui, on a spécialité, déjà échangé. c'est le belge, donc le voilà en 3D, le voilà en 3D. Bon, mais voilà, on va rebondir évidemment sur Belgique, dont on a parlé tantôt avec Touillette, qui a sorti un des derniers aussi. Françoise avait aussi écrit dans un des Belgiques qui est sorti au tout début, je pense. Oui, et ce qui m'amuse dans cette collection, c'est que c'est Belgique avec S, mais chacun de nous, écrivains, on a mis un autre titre. Et ça m'amuse très fort parce que je ne connais pas le tien. Mais moi j'ai mis Pas des anges pour les Belges. Moi, j'ai pas de titre, moi. Non, ici il y a toujours le titre des nouvelles, parce que ce sont des nouvelles en fait. L'ensemble, oui, ce sont des Mais nouvelles. le titre n'apparaît que sous. Non, mais le c'était nom. dans le premier lot, donc dans les 3 premiers, et il n'y avait pas encore un titre, un sous-titre, quoi. C'était juste Belgique à ce C'est moment-là. ça. Et vous êtes Françoise Lalande, c'est ça? François Oui, Lalande. et c'était donc Marc Bailly qui était donc l'éditeur. Non, Non, c'est Kerr. Oh. Non, mais non, l'éditeur, mais non, qui était le directeur de collection. C'est exact. Xavier Van Barenberg. Oui, l'éditeur, mais enfin, le directeur de collection. C'est pas Marc Bailly? Non, pas du tout. Non. Pas du Non, tout. maintenant, c'est Vincent Vincent Engel. qui décide à qui il va demander Ah, le texte d'accord. pour Ah, c'est Belgique. ça, voilà. C'est vraiment Xavier qui décide Oui. ça. Je veux dire qu'il est en, bon, pour aller bruxellois, pas ça les liégeois, en Stummeling. Je pense que Vincent Engel lui dit de temps en temps à qui il doit proposer. D'accord. Voilà. Bon, c'est comme ça. Oui, donc, directeur de Il faut de collection. Et l'inspiration. donc, c'est une collection qui reprend en effet pas mal d'auteurs. Ouais, ouais. Alors, on va parler de Belgique, Luc Baba. Rapidement, oui. C'est 5 nouvelles qu'il y a dedans? 10. Non, il y en a- 10 nouvelles chez toi. Il y en a 10, hein, je pense que c'était l'idée au départ, ça devait être 10 nouvelles sur la Belgique. Ouais. Il y a une très jolie lettre de Tintin à Capitaine Haddock. 10, il y en a 10, ouais. Oui, C'est un devoir, c'est une commande. c'est une commande. C'est une commande. Quand tu vas construire le récit, quelle sera la colonne vertébrale? Comme il y a 10 nouvelles, ça fait 10 récits. On fait une collection d'un à l'autre? Comment? Il y a une collection d'un récit à l'autre? Non. Non. Non, en fait, je me suis fait un petit auto-brainstorming, j'ai pris une feuille, j'ai écrit tous les mots qui me passaient par la tête autour du Belgique. Voilà, il y a eu la Drache, il y a Tintin, il y a Adamo. Et ouais, donc j'ai imaginé dans une des bandes dessinées où ils reviennent de la Lune, là, hein, et il y a un moment où il s'évanouit, le capitaine Haddock. Et puis on voit Tintin qui se lève, et j'imagine qu'entre les deux cases, Tintin a écrit une lettre au capitaine Haddock. Et donc j'ai produit là, avec la réponse du capitaine Haddock. Oui, c'est chouette. Voilà, c'est venu comme ça, un paquet d'idées, et puis j'ai gardé 10 qui pouvaient faire une nouvelle. D'accord. Non,
parce que dans celui de Touillette que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc on a parlé de Touillette, là je vais dire, elle a proposé au lecteur sa Belgique avec ses yeux d'étrangère. Oui. Et là je dois dire, au niveau de la construction, il y a un lien d'un récit à l'autre, tout en étant, je vais dire, des nouvelles à chaque texte. Et là je dois dire, pour moi, c'est une très belle réussite. Mais dans la version qui vient de sortir de Luc de Bis, par exemple, Ah oui, il y a le point commun, c'est le narrateur. Tu vois, c'est chaque fois Oui. une histoire tout Ah à oui. fait, mais c'est le même narrateur. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est très révélateur hein, de Oui. la personnalité de l'écrivain Oui. à qui on demande ça. Oui, Parce oui, que oui. Xavier n'impose rien du Non. tout. Il dit voilà, Belgique, tu fais quelque chose, hop. C'est-à-dire qu'au chacun- départ, il impose, quand j'ai commencé, il demandait 10 nouvelles. Ah d'accord, ouais. Et puis, je ne sais plus qui a, entre guillemets, désobéi. Il a dit non, moi, j'ai pas envie de faire 10 Moi nouvelles. j'ai désobéi. Hein. Ah, oui, et donc il a accepté, il a dit bon bah ok finalement c'est pas Oui. grave si c'est pas 10 nouvelles. Et alors il a ouvert la porte à tout ce qui... Ah, c'est un éditeur formidable. Il est C'est formidable. une personnalité Oui. formidable, Oui. vraiment, vraiment. Et d'une discrétion, d'une délicatesse, il est vraiment hors norme. Ouais, je l'aime Tant beaucoup. mieux. Alors quel est ton truc pour réveiller une salle? Quel est ton truc pour réveiller une classe qui s'endort? Ah, mais Je présume que chez toi, ils ne s'endormiront pas, mais bon, ils arrivent d'un cours de maths, ils sont saturés, ils arrivent d'un cours de géographie, ils sont saturés, donc ils arrivent à Vachy chez toi. Tu procèdes comment? Ben, par exemple, là, ma dernière leçon, je vais vous dire un paquet de phrases et vous répondez « ah bon » en anglais. Ah bon? Ouais, alors, Donc par exemple, je disais I am a good teacher. Vous dites « Are you? I cannot swim. Can't you? » Et voilà, donc je faisais s'étonner comme ça avec des « ah bon » en anglais en changeant d'auxiliaire. Question-réponse. Des choses comme mais ça. tu as des mimiques extraordinaires pour exprimer tout ça. Willy, Je- Willy, il y a aussi le bon vieux coup de latte. Hein. Ouais, mais ça, on a déjà dit ça. Je ne peux pas dire. Non, ça pas. Philippe, ça. Alors, on revient, donc c'est vrai que tu es un rêveur. Oui. Tu as amassé, m'as-tu dit, une série de romans qui ne sont pas publiés, ils sont dans un tiroir, bouge-t-il ou ne bouge-t-il pas. Tu découvres parfois dans des vieux meubles qui déménagent, on a dit tantôt, des livres qui vont te suggérer peut-être une histoire plus tard. Nous nous rencontrons quelques mois après, quelques semaines après, tu me dis, Willy, j'ai un manuscrit. On a déjà parlé, je veux dire, de l'intro du manuscrit tantôt, enfin, de ce qu'on va trouver dans l'ouvrage en question. Mais aux États-Unis, il se passe quelque chose qui va à nouveau te révolter. Oui, donc ce roman, L'Arbre du Retour, qui vient de sortir, je l'ai terminé en juin dernier. Au moment où je l'ai terminé, je l'ai terminé une première fois l'année dernière. Et puis il a fait son chemin, il est parti chez Malmström, il a fallu du temps, etc. pour qu'il lise. Et au moment où je devais faire les corrections, George Floyd a été tué par Chauvin, et puis plus tard il y a eu le procès. Et donc le procès a eu lieu vraiment au moment où je mettais le point final aux dernières corrections. Et j'ai attendu le verdict du procès pour écrire la fin du roman, voilà, qui est parti in extremis du coup aux imprimeries pour sortir fin septembre. 9 générations. Ouais. On démarre très tôt, on en a parlé tantôt, mais entre-temps, je vais dire, tu vas saisir l'opportunité du fil conducteur de ton récit en allant gratter, en allant te documenter, et là tu vas découvrir des choses qui sont à nouveau hyper poignantes. C'est ce qui va à nouveau attiser la plume et faire gratter un petit peu l'auteur. Oui. Je vous montre ce que j'ai commencé par faire pour écrire ce roman, j'ai fait avant. C'est ceci. Donc j'ai fait un arbre généalogique avec, donc on va Ayo, ça veut dire la joie, qui est le premier personnage capturé, jusqu'à la petite Émilie, qui en 2021 retourne au Bénin, voilà, sur les traces de ses ancêtres. Ouais. Il y a le personnage central qui s'appelle Sandy. Voilà, un petit bonhomme. Je dis central, c'est-à-dire qu'à partir duquel j'ai écrit l'ensemble. Sandy, il est là. Il est né en 1834. Au même moment que
Samuel Langhorne Clemens, qui est devenu l'écrivain Mark Twain. Ouais. Voilà, le petit Samuel Clemens. Et Samuel Clemens, c'était un petit bonhomme tout fragile, très frêle, et sa maman a décidé d'acheter, de louer un boy qui s'occupe de lui, qui le protège, qui surveille, voilà. Et c'était Stanley. Voilà. Donc le personnage duquel je suis parti pour faire ces 9 générations, c'était le boy, ça c'est véridique, donc, le boy de Mark Twain en fait, quand il était adolescent. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas s'il a été vendu ou quoi. Voilà. Donc moi j'ai imaginé ce qu'il était devenu, que son grand-père Ayo est venu le rechercher pour l'aider à s'échapper, et qu'il l'a emmené de l'autre côté du fleuve, et puis jusqu'à Chicago, et puis voilà. Donc voilà comment j'ai construit. Et à partir de ces générations-là, ben, j'ai fait des recherches, énormément de lectures et d'études sur chaque période concernée. Donc ça c'est les aspects historiques, tout ce qui intervient au niveau historique. Et puis, j'ai fait des recherches sur l'héritage à chaque fois, c'est-à-dire de quoi chacun hérite, de quelle douleur, de quelle blessure, de quelle maltraitance, et comment est-ce que ça peut impacter, c'est un verbe à la mode, comment ça peut toucher et être engrammé par la génération suivante jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée c'était d'avoir un roman assez serré, ça fait 270 pages, mais pas une saga, j'avais hésité, mais je n'ai pas voulu faire une saga, pour qu'au fil des personnages, on retrouve le lien des souffrances, des difficultés, des douleurs. Et par exemple, dans des détails, mais James, qui est le personnage narrateur, qui est ici, James Williams, explique qu'il s'est fait, au début du roman, qu'il s'est fait insulter par un policier blanc, parce qu'il traversait la rue lentement. Et il traverse la rue lentement parce qu'il a mal, depuis l'enfance, il a mal au pied, à un pied. Voilà, c'est pas pourquoi. Donc on remonte là-haut. Sandy a perdu son pied gauche à la guerre pendant la guerre de sécession. Et donc ce sont des liens que je ne les appuie pas, c'est discret, mais il y a tout cet héritage sur des générations. C'est-à-dire que les souffrances, on ne s'en débarrasse pas comme ça. On hérite nous-mêmes des souffrances de nos parents et de nos grands-parents. Voilà. Et des recherches ont été faites et des découvertes ont été faites très, très récemment pour montrer à quel point on hérite. À quel point génétiquement on est encore concerné par ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont pu vivre. Voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, sur de quoi hérite le personnage et donc qu'est-ce qu'il va faire de sa vie en fonction de ce dont il a hérité. Voilà. Et donc on se retrouve, la musique prend de la place, on en parlait, l'évolution des slave songs, des work songs, des chants d'évasion qui ont donné naissance peu à peu au blues, au jazz, et puis de génération en génération. Voilà. Avec un personnage, William, qui veut réussir dans la chanson parce qu'on se rend compte à un moment, on est dans les années 20, Harlem, l'âge d'or d'Harlem, que c'est une façon d'être reconnu par les Blancs. La musique peut être une façon d'être reconnue, applaudie par les Blancs. C'est vrai que lorsque j'ai découvert le manuscrit, donc c'est pas ça, c'était ici, c'est l'année dernière. Là, j'ai découvert dans l'écriture de Luc, je vais dire une houle permanente avec ces vagues qui sont là, et c'est le jeu des mots, l'emploi des mots qu'il va utiliser, qui vont créer cette écume qui va faire rêver un peu le lecteur. Et c'est ce qui permet au lecteur de s'évader dans l'histoire. Et là, je dois dire, c'est comme ça qu'on s'évade, mais on est imprégné un petit peu, je vais dire, de toute une atmosphère. Et tu es un créateur d'atmosphère, justement, par la beauté des mots utilisés. Maintenant, je sais qui je suis. Voilà. Atmosphère. On a encore 8 minutes, et je laisse les 8 minutes. Ah oui, il y a encore un peu... Je pense que tu souhaitais faire une lecture d'un texte bien précis. Ben, peut-être un petit extrait de là pour du retour. Eh bien voilà. Parce que c'est tout frais. C'est vrai, merci de me le rappeler. Et voilà, heureusement que cette année, parce que l'année prochaine, il m'aurait fallu des lunettes, tu vois. C'est quand même, Oui, il y a un âge. j'ai l'âge où on achète des lunettes, normalement. Mais Tu m'as dit tantôt que tu n'avais pas besoin de lunettes. Les caractères étaient plus petits. nous serons heureux, ça va. J'étais moins fatigué, plus de lumière. Oui, maintenant il faut que je trouve. Voilà, j'y suis. Donc, William, donc on est où avec
William, on est ici, en plein cœur. Quelle année? Donc, William, il est né en 1882. 1882. Voilà. Ouais. Et il a épousé Nelly, il a eu une fille avec lui, Nina. En fait. Mais il veut tenter sa chance à New York et il est parti avec un producteur à New York. Donc les années 20 alors. Les années 20 alors. Ici, oui. Avec Donc, je regarde, on est en 1926. Ah oui. Voilà. Bravo. Très bien, bien vu. Et il écrit à sa maman. Ma très chère mère, je viens te donner des nouvelles et en prendre aussi. Comment allez-vous? Comment vont les enfants? Je sais, j'avais dit que cette fois-ci, je ne restais pas longtemps à New York, mais je reste finalement parce que la nouvelle vie de notre race a trouvé sa terre. Et moi, j'y trouve mon style et ça marche pas mal. C'est l'endroit du monde où le noir peut grandir et travailler sans patron. J'ai dîné à la table d'écrivains, de scientifiques, hommes et femmes de notre couleur. Il y en a une que j'aime bien, qui chante et qui fait des études, mais sans montrer qu'elle sait mieux que tout le monde. Elle ne quitte jamais la joie. Petite allusion, Ayo, le premier personnage, ça veut dire la joie. Elle ne quitte jamais la joie. Et elle mesure les passants, leur crâne et leur mâchoire. Elle dit que c'est pour étudier notre race. Donc ça c'est vrai, il y a une dame noire qui faisait ça pour étudier la race noire. Je lui ai parlé, elle s'appelle Miss Zoraline. Je lui ai expliqué que je jouais dans une semaine au Log Cabin et qu'elle devait venir pour m'écouter, qu'elle ne serait pas déçue. Elle m'a dit qu'elle viendrait si je lui achetais un magazine de nègres, Fire, mais j'avais pas d'argent. J'étais gêné de ça, alors j'ai fait semblant de ne pas savoir lire. J'espère qu'elle viendra quand même pour m'écouter. Je joue avec des musiciens de toutes sortes. On mélange banjo, piano, harmonica, et les serveurs dansent en même temps qu'ils travaillent. Le jazz fait un tabac ici. Pendant 15 ans, j'ai traîné dans des bars de misère. J'ai perdu mon temps en Alabama, et surtout à Hannibal. Elle payait bien, Sarah Smith, il n'y a pas à dire, mais jouer dans les bordels, il n'y a pas pire chose. Parce qu'on n'écoute même pas si tu joues bien. Et que Manelli et nos enfants, ils étaient malheureux, honteux. J'aurais pas dû retourner là. Et Bobby, il a eu raison de me ramener à New York. Parce que ici on essaie encore, et maintenant, j'ai bien appris, même à chanter. Il est sorti de prison, Bobby. Puis il s'occupe de nouveau de moi. C'est lui qui avait la recette. Dans sa poche, à Birmingham. C'était pas le russe. Mais bon, maintenant il est honnête. C'est pour ça que je reste. Il dit qu'il va me trouver des dates au Savoy et au Cotton Club. Là, il y a des trompettistes qui arrivent en voiture. Et ils ont un manteau mauve, en castor. Le miracle à Harlem, c'est que les Blancs, ils viennent et ils nous disent « Bonjour monsieur ». Puis ils nous écoutent et ils tapent dans leurs mains. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui disent qu'ils viennent juste avec un sale regard et qu'après « Bonjour monsieur », ils parlent comme aux enfants, pas comme aux hommes. Mais moi, je dis qu'au moins, ils se dérangent. Et ils ne se moquent pas de nous. Et ils cassent pas tout, comme à Birmingham. Tu vois, juste après la guerre en 19, on a cru que le monde allait changer. Et on attendait, on regardait vers Washington. Mais maintenant, c'est l'heure. Pas besoin d'une nouvelle Afrique. Elle est là, dans la rue, dans les clubs, les cours, où on joue sous le linge qui sèche dans le bon souffle des cuivres. Et bientôt, grâce à la musique, blanc ou noir, ce sera pareil. On sera tous reliés entre nous. D'ailleurs, moi ce que je crois, c'est que le bon Dieu, il nous relie tous entre nous. Mais ça se voit mieux quand il y a la musique. Bravo.
Nous avons eu nos nuits comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar devant la bière allemande. Quand je nous y revois, des fois, je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois. Richard, ça va? Si les copains cassaient leur âme à temps pressé, le citron de la nuit dans les brumes Pernod, si les filles prenaient le temps de dire un mot à cette nuit qui les tenait, qui les berçait. Richard, ça va? À cette nuit comme une sœur de charité, longue robe traînant sur leurs pattes bravades, caressant de l'ourlet les pâles camarades qui venaient pour parler de rien ou d'amitié. Richard, hé, Richard. Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'hommes, simplement, des problèmes de mélancolie.